Information aujourd'hui des résultats du BPC 2013 sur toute l'étendue du territoire national, plus de 40% contre 17,14% en 2012. Vers une stratégie pour le développement de la transformation de la NACARD en Côte d'Ivoire. C'est un atelier organisé par le ministère de l'Industrie et les professionnels du secteur. De la MISMA à la MINUSMA, les forces africaines d'intervention au Mali sont passées aujourd'hui sous mandat des Nations Unies. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition de 19h30. Les délibérations pour le brevet d'études du premier cycle, le BPC 2013, ont pris fin sur toute l'étendue du territoire national. 40,17% contre 17,14% en 2012. Le meilleur taux depuis 5 ans selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est un reportage de Grace Kando. Il est 14 h, lycée classique d'Abidjan. Sur les visages des candidats et parents d'élèves, c'est l'angoisse et l'impatience. Normal, aujourd'hui 1er juillet, est jour de proclamation des résultats du BPC. Moi je suis là depuis 13 h, j'attends les résultats. Bon, je suis un peu stressé. Je suis venu prendre les résultats, depuis on attend, mon cœur bat. 30 minutes d'attente et enfin le début de l'annonce des résultats. Les réactions sont diverses et bien évidemment, la joie est dans le camp des admis. J'ai eu mon BPC, la motion à bien. Je suis heureux du résultat. J'avais confiance en ma fille, je savais qu'elle allait avoir parce qu'elle travaille très bien, elle est très bien à la maison. Elle ne parle pas, elle étudie, elle respecte tout le monde. Vraiment, je suis très content pour elle. Mention spéciale pour Beidoun Zenab, bien qu'étant élève en classe de 4e, elle vient d'obtenir son ticket pour la classe de seconde. Je viens d'avoir mon BPC. Quand on veut, on peut. Il faut juste bosser, tu bosses dur, tu auras toujours ce que tu veux. La chance n'a pas souri à tous, mais l'heure n'est pas au découragement. Je suis un candidat malheureux, mais bon, je ne suis pas découragé, c'est la vie quoi. En 2014, ça sera su. Cette année, les résultats ont connu un net progrès avec un taux de réussite de 40,17% contre 17,14% l'année dernière. Les résultats en hausse cette année s'expliquent par l'harmonisation des coefficients examen et contrôle continu réalisés par l'inspection générale et la direction des examens et concours, à créer l'équilibre entre les notes obtenues en classe pendant l'année scolaire et celles obtenues à l'examen. Les résultats du BPC connus ce lundi, le 15 juillet prochain, les candidats au bac connaîtront également leur sort. Quelle stratégie pour le développement de la transformation de la NACARD en Côte d'Ivoire? La question a réuni autour d'un atelier les professionnels du secteur de la noix de cajou et le ministère de l'Industrie. Des travaux pour faire, entre autres, l'état des lieux du secteur et élaborer la politique de financement de la NACARD dans le pays. Explications et détails avec Franck Quadio. La NACARD. Il représente pour sa zone de production le nord de la Côte d'Ivoire, ce qu'est le cacao pour les autres régions du pays. Un exemple, les 450 000 tonnes de noix de cajou produites en 2012 constituent près de 20% de l'offre mondiale. La Côte d'Ivoire est donc premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Autre réalité, plus de 90% de la production est exportée sous forme de noix brutes vers l'Inde et le Vietnam, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier exportateur mondial de noix brutes, mais il y a comme une ombre au tableau. Notre pays tire ainsi très peu de valeur ajoutée de sa production d'anacarde. Cette situation est le corollaire d'une faible capacité de transformation. La Côte d'Ivoire a une capacité installée de transformation de noix brutes de cajou en amande estimé à 52 000 tonnes. Un atelier donc pour élaborer une stratégie pour le développement de la transformation de la NACARD et des contraintes qui y sont liées. Aujourd'hui, nous produisons 450 000 tonnes et nous ne transformons même pas 5% de cette production. Ce qui est assez grave, ça fait beaucoup de pertes au niveau même du revenu des producteurs. Si nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous ne passons pas à la transformation, nous risquons d'avoir nos produits sous la main. Donc c'est important que l'État commence à réfléchir sur le mode de transformation de la filière de nos produits.
La structuration du secteur, les normes et la qualité, la commercialisation, le financement et autres aspects techniques sont alors passés au crible. L'objectif, hisser la noix de cajou de Côte d'Ivoire au niveau du Vietnam, du Brésil et du Mozambique, des pays aux capacités de transformation plus grandes. Quel est l'effectif réel des populations de Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette interrogation, l'État ivoirien va réaliser le 4e recensement général de la population et de l'habitat. L'opération va se dérouler, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire national du 4 novembre au 3 décembre prochain. Les détails avec Grace Kando. Combien de personnes vivent en Côte d'Ivoire? La question trouvera réponse après le recensement général de la population et de l'habitat prévu du 4 novembre au 3 décembre prochain. L'opération consistera aussi à faire l'inventaire des caractéristiques de l'habitat des populations recensées. Pour réussir cette action, un atelier média a été initié. Objectif, instruire journalistes et hommes de médias sur les méthodes de sensibilisation. Au thème de la rencontre de 2 jours, 10 engagements ont été pris par les différents responsables d'organes de presse. Ces derniers ont décidé notamment de privilégier l'information vraie relative au recensement général de la population et de l'habitat, susciter une grande mobilisation des populations pour garantir le succès populaire de l'opération. Au final, les hommes de médias devront contribuer à asseoir une image positive du recensement général de la population et de l'habitat 2013. Ce recensement général, qui est à sa 4e édition, va coûter plus de 12 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. L'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici à 2020 passe par le développement durable. Il s'agit de se développer en prenant en compte l'économie, le social et l'environnement. C'est sur ces différents thèmes qu'ont planché récemment les agents du ministère de l'Environnement et des organisations de la société civile ivoirienne. Les temps forts de cet atelier avec Michel Mambo. La plupart des nations qui ont franchi le cap de la croissance économique ont planifié leur développement. Une vision qui se nourrit de réflexion. Ainsi, à l'initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, un atelier a rassemblé agents ministériels et acteurs de développement autour des dernières dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour promouvoir le développement durable. Au cours des 2 jours, la société civile a reçu des enseignements qui comprennent 3 piliers essentiels comme la durabilité environnementale, la durabilité sociale et la durabilité économique. En quelque sorte, la société civile s'est vue attribuer tous les ingrédients, tous les carburants pour être également promotrice du développement durable sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 3 textes de loi ont alimenté les discussions à l'effet de susciter un comportement citoyen au sein de la société ivoirienne. On a compris que pour arriver à assurer un développement solide, il fallait connaître les principes et les règles de l'environnement. Si vous ne connaissez pas les principes de l'environnement, vous n'allez pas faire un développement durable. Dans sa quête d'une économie émergente en vue de créer des richesses et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, l'État veut compter sur la société civile pour impliquer, sensibiliser et instruire la population pour un changement de comportement. Au Mali, les forces ouest-africaines qui interviennent dans le pays aux côtés de l'armée française sont passées aujourd'hui sous mandat des Nations Unies. La MISMA devient ainsi la MINUSMA avec une difficile mission de maintien de la paix dans le pays. Quel est donc l'enjeu de ce transfert d'autorité? Le premier tour de l'élection présidentielle malienne le 28 juillet prochain est-il tenable? La réponse avec Ami Kanga. La MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, prend la relève ce lundi pour la sécurisation et la stabilité du pays, conformément à une résolution de l'ONU qui a fixé cette date au 1er juillet. La MINUSMA absorbe donc la MISMA. Les troupes ouest-africaines sont rejointes par d'autres troupes africaines et internationales. Le Burundi, le Bangladesh, la Chine, le Honduras, la Suède et la Norvège sont cités. Si les promesses sont tenues, l'effectif de cette troupe passera de 6 000 à 12 600 hommes d'ici à décembre prochain. La MINUSMA va devoir superviser le cantonnement des combattants touaregs du MNLA dans la ville de Kidal, un prélude à leur désarmement. Par ailleurs, les forces onusiennes vont veiller à la sécurisation du scrutin du 28 juillet.
un scrutin à haut risque. La nécessité de médiation, de dialogue politique, de développement, de protection des droits de l'homme et de la femme, mais aussi, je crois que c'est important, d'aider, d'accompagner les Maliens. Notre mandat est premièrement la stabilisation dans les grandes agglomérations du Nord, la protection des civils. La transition se prépare donc sur le terrain, notamment à Gao, la première ville du nord du pays. Le camp militaire de cette ville va accueillir une base tactique de commandement de la MINUSMA, un hôpital militaire ainsi que du personnel civil. À la tête de la MINUSMA, le général rwandais Jean Bosco Kazura. L'Organisation des Nations Unies donne 4 mois à la MINUSMA pour se conformer aux normes de l'ONU. Après l'accord conclu entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs à Ouagadougou, un texte permet de concilier le respect et l'intégrité territoriale du pays. L'intégrité territoriale du Mali mise à mal après le coup d'État de mars 2012 et la rébellion du MNLA et du Moujao qui avait divisé le pays. Mais en janvier 2013, l'armée française a stoppé l'avancée des djihadistes. Le Mali se prépare donc pour les élections présidentielles prévues le 28 juillet prochain sous le regard de la MINUSMA. L'actualité au Sénégal, c'est la première nuit en garde à vue de l'ex-président tchadien. Hissène Habré a été arrêté hier à Dakar où il s'est réfugié depuis 22 ans. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. L'arrestation de Hissène Habré marque aujourd'hui une étape décisive vers un procès au Sénégal. On écoute Hamza Diaby. Hissène Habré arrêté et mis en garde à vue. L'ancien président tchadien, exilé à Dakar depuis 1990, est accusé de crimes contre l'humanité. Sa garde à vue entre dans le cadre d'une enquête menée par le tribunal spécial en charge de ce dossier depuis février dernier. Homme politique né en 1942 à Faya-Largeau dans le nord du Tchad, Hissène Habré est devenu président de la République à la suite d'un coup d'État qui renversa Gokoni Ouédéi le 7 juin 1982. Il abolit le poste de Premier ministre puis s'en est suivi une période de turbulence jusqu'à son renversement en 1990. Le régime Habré est caractérisé par des atrocités et violations généralisées des droits de l'homme. 40 000 personnes tuées et plus de 200 000 soumises à la torture. Opposants et groupes ethniques Sara, Adjeraï et Zagawa régulièrement visés. En 1989, le gouvernement Habré est fortement contesté et un an plus tard, Idriss Déby, alors ancien commandant de l'armée Zagawa, défait les forces d'Hissène Habré. Le président déchu se réfugie d'abord au Cameroun, puis au Sénégal où il restera 23 ans. En 2005, l'ancien homme fort du Tchad est inculpé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres violations des droits de l'homme. Dakar l'assigne à résidence surveillée et refuse pendant plusieurs années de le juger ou de l'extrader. Juillet 2012, la Cour internationale de justice exerce des pressions sur le Sénégal pour que le procès débute sans délai. En décembre 2012, le Parlement sénégalais adopte une loi permettant la création d'un tribunal international au Sénégal pour juger Habré. Les juges de ce tribunal sont nommés par l'Union africaine. Dimanche 30 juin 2013, Hissène Habré est donc arrêté par la police sénégalaise en attendant d'être entendu par le procureur général des chambres extraordinaires. Cependant, sa comparution devant la justice ne se fera pas avant 2015. En Égypte, les frères musulmans, le mouvement islamiste dont est issu le président Mohamed Morsi, annoncent aujourd'hui qu'ils vont étudier le communiqué de l'armée. Le document, vous le savez certainement, donne 48 heures au chef de l'État pour satisfaire les revendications du peuple. Alors comment en est-on arrivé à cette situation? Les explications de Michel Mambo. La rue gronde en Égypte. Des dizaines de milliers de manifestants sont réunis sur la place Tahrir. Ils réclament le départ du président Morsi. Quelques heures pour plier bagages, c'est l'ultimatum du peuple au président islamiste. Morsi, il nous a épuisés. Il ne peut pas gouverner le pays et en faire ce qu'il veut. Il a fatigué tout le peuple. Il doit partir. Face à la pression, 5 ministres, parmi lesquels les ministres de l'Environnement, du Tourisme et des Communications abdiquent. Ils annoncent officiellement leur démission. L'action du peuple est soutenue par l'armée égyptienne. Elle fixe 48 heures au pouvoir pour satisfaire à la demande du peuple. Le successeur de Hosni Moubarak va-t-il céder ou non à la pression?
Une chose est sûre, les manifestants ne comptent pas lâcher prise. Au lendemain de la manifestation monstre de dimanche, ils restent mobilisés. La place Tahrir ne sera libérée qu'après le départ de Morsi. Morsi, tu vois bien que le pays tout entier est dehors. Il faut que tu vois et que tu comprennes. Tu dois comprendre que le peuple n'a pas besoin de toi. Dès son accession à la tête du pays, le président Morsi avait promis de rassembler le peuple égyptien. Un an après, son règne divise plus que jamais. L'opposition lui reproche une mauvaise gestion du pouvoir et le somme de partir. Les frères musulmans, partisans du président, eux, disent analyser la situation. Une révolution pointe-t-elle à l'horizon en Égypte après celle qui a mis fin à 3 décennies de règne de Moubarak? Les heures à venir nous situerons. Et c'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous.